C'était bien difficile. Je savais que j'avais des armes, mais on n'en parlait pas. J'avais honte. J'ai eu beaucoup de peur. Une peur de réjection. Un peu d'être découverte. Je me suis éloigné de la famille aussi. Je sais pas si c'est moi qui m'étais éloigné, parce que les autres sont éloignés de moi. Il y a un type gay que je connaissais qui a été dans un foyer de vieillards ici. Il est seul, il a cette orientation-là, et il est dans ce home-là. Probablement pas d'amis, il a dû se sentir terriblement seul. Et je me dis à moi-même, est-ce que je vais être dans cette situation-là, moi aussi? Ben, tout le monde que je connais qui était gay a été anglais, ça. En fait, je pense que j'ai laissé le français. Laissé le français derrière moi. Je ne veux pas aller dans la closette encore parce qu'il fait maintenant 35 ans que je me suis sortie de la closette. Je ne veux pas aller encore dans la closette parce que j'ai eu peu des personnes qui habitaient avec moi. Je ne sais pas si on dit c'est la fin du commencement ou le commencement de la fin. Alors, sur les ondes de Choc FM, le 105.1, on reçoit aujourd'hui Jean-Roch Boutin qui vient nous parler. En fait, on le reçoit pour parler un peu de son histoire. Bonjour, Jean-Roch, ça va bien? Bonjour, Maxime. Oui, ça va très bien. Merci de m'accueillir. Le thème du vieillissement dans la communauté gay, lesbienne, transgenre, c'est une cause qui vous tient à cœur? Oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis moi-même gay et je suis aussi gérontologue. Moi, je suis né dans un petit village de la Beauce au début des années 50. Mon père était bûcheron, ma mère fermière. On était religieux. J'ai fait ma première communion et j'envisageais éventuellement là, de faire mes vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Et à travers tout ça, je savais que j'étais gay, j'étais tiraillé. C'était une étape, là, à ce niveau-là, difficile. Et finalement, j'ai quitté les sciences religieuses pour m'orienter vers les sciences sociales. J'ai notre question où on va lancer le débat comme ça. Oh, ça va bien. Électrique? Hein? Électrique? Électrique. On charge ça, on plug ça après le mur. Ah, oui, oui, oui. En 88, j'ai appris que j'étais atteint du VIH. Et éventuellement, j'ai dû quitter mon travail. Ça aussi, ça a été une étape très difficile. Je dois dire, grâce au soutien de mon partenaire actuel, Jason, je ne serais peut-être pas passé à travers ces 2 années intenses de difficultés de santé et je serais peut-être mort aujourd'hui. I wish I had a house on this street. I guess it's not okay to give this guy the finger, eh? Don't be such a cowboy. C'est vous qui êtes fondateur de Franco Queer. Oui. En fait, quand moi, je suis arrivé à Toronto, c'était assez spécial parce que quand on était gay, on n'était pas francophone. Quand on était francophone, on n'était pas gay. J'étais un professionnel, un travailleur social dans la communauté francophone de 9 à 5. Et après, dans mes temps libres, j'étais gay dans la communauté anglophone. Et les deux communautés ne se mélangeaient pas ou très peu. Night animals. Oh, there's nice image. Your party days are over. Cherry Beach.
It's a famous gay rendezvous here. Nous sommes un groupe de baby-boomers qui arrivons, qui vieillissons lentement, et on parle de 1,3 million de gays lesbiennes au Canada dans les 15-20 prochaines années, qui vont avoir besoin d'aide à domicile, qui vont avoir besoin de lieux de résidence, qui vont avoir besoin de programmes pour leur venir en aide. Il faut leur faire une place dans nos institutions. Pour moi, c'est important de le faire maintenant. Salut Gabriel. Salut, ça va? Oui, ça va bien, toi? Bienvenue. Merci. Franco Queer, en fait, est une ressource qu'on a mise sur pied il y a environ 5-6 ans parce que ça n'existait pas dans la communauté francophone. Quand je suis arrivé ici en 92, on entendait très peu parler de gays ou lesbiennes francophones. Merci d'être venu cet après-midi. C'est le fun de vous voir. Ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas vu. Alors, qu'est-ce qui se passe de nouveau avec les Franco Queer? Tout va bien. Tout va très bien. On a quelques projets, on a eu des demandes de suspension qui ont été acceptées. Oui, je suis très content que finalement, la proposition qui avait été soumise à l'Assemblée générale de prioriser les besoins des personnes LGBT âgées a été acceptée. On parle de problématiques pour les aînés gays et lesbiennes franco-ontariennes. Ça commence à faire pas mal de minorités, ça. C'est complexe. C'est un fait, c'est plusieurs minorités et on va tous y arriver un jour ou l'autre. On est tous concernés par ces questions-là, du vieillissement. On ne devrait pas avoir à choisir entre nos deux identités, mais la majorité choisissent leur identité sexuelle au détriment de leur langue, surtout par obligation, pour avoir accès à des services mieux adaptés à leur vécu. Alors moi, j'ai été mandaté par Franco Queer pour aller voir sur le terrain qu'est-ce qu'il y en est au juste. Mais le plus gros obstacle que je pourrais voir dans tout ça, c'est pourquoi les gays et lesbiennes francophones ont besoin d'avoir des structures pour eux autres. Ou pourquoi il faudrait avoir des services pour eux autres. Bien, initialement, ça ne nous sera pas donné, comme ça a été fait pour Franco Queer au départ. Personne ne nous a fait de cadeaux pour nous tendre ça sur un plateau d'argent. Oh, quand j'ai eu 15 ans, j'ai eu beaucoup de peur. Un peu de réjection, un peu d'être découverte. J'ai pensé de me tuer parce que je n'étais pas heureuse avec moi-même parce que j'étais différente. J'étais fâchée avec moi-même. Pourquoi je suis différente? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi qu'est-ce que j'ai fait pour être comme ça? J'étais dans l'armée, dans les réserves de l'armée pendant 11 ans. J'ai caché un peu. J'étais dans la closet. Good girl! Right here! Come on! Come on, Mika! Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je suis très, très, très heureuse dans ma peau. Mais oh mon Dieu, toutes les choses que je dois passer avant pour être comme ça aujourd'hui, très triste. Run! Il y a beaucoup de personnes ici dans la communauté qui sont plus vieilles que moi, qui sont dans le closet encore. Ma mère était dans une maison de retraite. Elle était malade. Et toutes les fois que je me suis allée pour visiter avec ma mère, j'ai vu un peu de personnes là, qui étaient toujours seules. Et je savais dans mon cas que les personnes étaient gays comme moi. La même peur qu'ils ont quand ils étaient jeunes, ils ont maintenant. La peur d'être découverte, le préjudice, toutes les choses comme ça. Ils ont maintenant dans la maison de la retraite, dans le closet. J'étais triste pour eux. J'ai pensé, oh mon Dieu, peut-être un jour aussi, je serai comme ça. J'ai peur.
peur d'être dans une maison qu'il y a beaucoup de réjection de moi. Et beaucoup de personnes ont la même peur que moi. Beaucoup. On savait ce qu'on avait besoin sans en parler. S'il y avait une différence, on ne s'est jamais couché sans avoir résolu. Tout le monde disait, oh, on ne voit jamais Chuck sans Bill, on ne voit jamais Bill sans Chuck. On était toujours ensemble. Il y a eu 3 opérations dans l'espace d'1 mois. Il est passé à travers les 3. 1 an plus tard, ils ont dit qu'il avait recommencé encore le cancer. Il dit non, c'est fini. Il dit laisse-moi aller. Alors on l'a laissé faire. C'était bien difficile, bien difficile. Je suis bien que, étant malade, il me disait tout le temps, moi, pardon. Il me disait tout le temps, non, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas être ici. Et je devrais être à un hospice avec une garde malade. J'ai dit, c'est ici ton hospice, c'est moi qui te garde. J'ai dit ça au moins 100 fois. Je vais m'aller dans votre bout l'autre jour à Mississauga. Ici, là. Bonjour Georgette, comment ça va? Ça va bien? Alors, je m'appelle Roberto et mon sujet, c'est les besoins des personnes aînées francophones immigrantes. Le vieillissement des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le rôle et le défi des aidants naturels. Mobilisation communautaire pour les services en français. Les documents médicaux dans les hôpitaux devraient être en français, oui ou non? Je pense en 2007 ou 2006, j'ai découvert que ma mère pouvait pas vraiment demeurer seule. Et le monsieur Grimard a levé la main durant la première réunion générale où j'étais et il a dit « Il n'y a pas de place à Toronto pour mourir en français. » Alors, ça m'a frappée. Et des fois, je me disais « Non, il faut demander pour les services avant de les avoir. » Ce prix-là, on commence à peu près dans 5 minutes. OK? Bon, on arrive là. Bonjour. Je suis immigrant francophone gay et quand je pense à mon vieillissement, qui est aussi le sujet du forum, là, il y a des questions qui se posent auxquelles j'ai peut-être pas trop pensé parce que, bon, j'ai quand même 45 ans, là, mais c'est pas... Tu sais, parfois, on n'y pense pas. Quand on arrive, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire quand je vais être une personne aînée gay? Moi, j'ai presque 60 ans et ça devient une plus grande priorité pour moi. Nos besoins sont peut-être différents en vieillissant. Moi, je trouve que dans notre jeunesse, c'est important. Pour moi, c'est important de m'affirmer que j'étais une lesbienne. Maintenant, ça n'a plus tellement d'importance. Mireille, elle est dans une maison de soins. Moi, je suis au paradis. Une maison de retraite. Ah, moi, je suis au paradis, officiellement. Le centre francophone, le centre Saint-Laurent, là, c'est le paradis. C'est moi qui travaille aujourd'hui. Merci. J'ai commencé par être bénévole, là. On y va? Et je me suis dit, mon Dieu, c'est formidable. Les services sont en français, là. Tout est en français. Salut! Si tu t'annonces pas vraiment, il n'y a pas vraiment de discrimination. Donc, et si tu t'annonces, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y en a qui s'annoncent que tu connais? Qu'est-ce qui arrive? En général, ils le savent. S'ils veulent le savoir plus, ils veulent le savoir, ils me le demandent et puis je leur dis. Ils ont du Nutella. Ça fait du bien. Quand on prend de l'âge, le sommeil, c'est pas si important que ça.
On n'en a pas besoin autant. C'est ça, on n'a pas autant besoin. Ça a changé beaucoup ici, hein? Ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Il y avait une chapelle avant, c'est encore là? Oh oui, toujours ça, oui. Je ne l'ai pas vu souvent. C'est pas un lieu que tu fréquentes régulièrement? Non. C'est certain que le fait que ça a été fondé par des gens de Sacré-Cœur, ça a été la place Saint-Laurent, le centre d'accueil héritage. C'est des anciens de Sacré-Cœur et du Club Richelieu qui ont été à l'origine. C'est un petit noyau de chrétiens fervents. Et catholiques. Lorsqu'on entre ici, on dit si tu parles français, t'es Canadien-français. Si t'es Canadien-français, t'es catholique. Puis si t'es catholique, t'es pratiquant. Alors qu'il y a beaucoup de Canadiens français qui ne sont pas catholiques, puis il y a beaucoup de catholiques qui ne sont pas pratiquants. Le fait de partir d'un milieu gay, du village gay, dans un complexe d'habitation où c'était majoritairement gay, ça a dû être un choc d'arriver à la place Saint-Laurent où il y a très peu de gays ici. Oui, je pense que ce qui m'a le plus motivé, qui a été vraiment le déclencheur, c'est que je me suis dit, durant mes vieux jours, donc je veux une place où je peux vivre en français et faire du bénévolat à cet endroit-là. Quand tu es venu ici, est-ce que tu as senti que, autant au niveau du personnel que des autres résidents, de l'administration, il y avait une ouverture pour quelqu'un qui était gay ou s'il fallait vraiment, là, il y avait une pression pour qu'on garde ça silence? Ils sont conscients qu'il y a des personnes homosexuelles. Je pense qu'ils savent qu'il y en a quelques-uns dans le building. Mais il ne faut pas leur en demander plus. Il ne faut pas constamment mettre ça sur l'avant-scène. Tant qu'à être gay, je l'ai toujours été. Non, il y a évidemment une cinquantaine d'années, c'était très difficile d'en parler. Alors, je gardais toujours ce sentiment à moi-même et j'essayais toujours de le cacher et c'était pas toujours facile. Surtout en voulant suivre les directives de l'Église. Alors, mon Dieu, j'étais toujours nerveux. Ma conscience me fatiguait beaucoup. Alors, c'était pesant. J'avais travaillé dans un hôpital psychiatrique. J'avais peut-être 18-19 ans et j'ai rencontré une personne là. On est tombé en amour. On aimait la même musique, on aimait les mêmes films, on allait prendre des marches. À la confesse, j'ai dit au prêtre, évidemment, que j'étais avec cette personne-là. Et le prêtre m'avait dit, il faut que tu saches ça immédiatement ou je ne peux pas te donner l'absolution. Alors, j'étais tellement mal pris, je ne savais pas quoi faire. Alors pour moi, recevoir l'absolution, ça veut dire que je vais aller au ciel, je n'irai pas en enfer à cause de cela. Alors j'ai été obligé de dire au type, je m'excuse, mais je suis obligé de suivre les directives de l'Église. J'ai travaillé beaucoup dans ma vie. Je changeais d'emploi souvent. Parce que quand je travaillais quelque part, j'avais toujours peur que les personnes réalisent ou qu'ils sachent ou même qu'ils soupçonnent que j'avais cette orientation-là. Alors, avant que ça arrive, je me disais, je vais quitter puis je vais me trouver du travail ailleurs. Quand on est seul, les gens vont me demander, t'es pas marié? T'es pas marié? Tu t'es jamais marié? Alors, vous avez pas de grands-enfants? Et je dis, non, je suis demeuré célibataire, j'ai fait comme le pape. La communauté gay ici à Thunder Bay est bien petite. Et le fait que je sors pas beaucoup non plus, que je vais pas dans des bars, ni dans des clubs, ni rien, je me mêle pas mal de mes affaires. Alors, je suis, comme on dit en anglais, un homebody. Les
gens gays ne sont pas seulement dans les milieux urbains, les grandes villes. Les gens gays sont partout. Il faut aller les rejoindre là où ils sont. Bonjour Denise, comment vas-tu, ma chère? Bien, ça me fait plaisir de te voir. Puis toi, tu habites, tu travailles dans le coin ici? Moi, j'habite pas loin d'ici, à peu près 5 minutes, OK. en haut de la Grosse Côte. Et je fais partie du Centre des francophones qui est à l'autre côté de la ville. J'ai vécu comme femme hétérosexuelle avec un mari et j'ai eu 4 enfants, donc jusqu'à l'âge d'à peu près 43, 44 ans. Et à ce moment-là, j'ai vraiment décidé de vivre ma vérité. Donc, je me dis, bien, si les gens n'aiment pas ça, ils n'ont pas besoin de me parler, ils n'ont pas besoin de me regarder. S'ils ne veulent pas faire affaire avec moi, bien, il y a d'autres personnes qui vont vouloir le faire. Donc, ça n'a jamais été un problème pour moi. C'était pas une inquiétude que j'avais. Mais pourtant, chez les francophones, comme on le sait, plusieurs des institutions sont nées dans les sous-sols d'église, c'est très catholique. Les institutions sont restées marquées par ça. Est-ce que ça a eu de l'impact sur ta carrière, sur ta vie, sur ton coming out? Il y a eu ça. Je me suis fait dire par des individus, ben c'est correct, tu peux œuvrer dans la francophonie, puis fais ce que tu fais, puis ça va bien, mais dis pas que t'es gay. J'ai dit, ben je m'excuse, là, mais c'est déjà fait. Moi, j'ai remarqué que la plupart des gens, les directeurs généraux, les employés, les membres de conseil d'administration, individuellement, ils sont ouverts, en général, ils sont respectueux, sauf quelques exceptions, mais les institutions, c'est pas la même chose. Beaucoup souffrent de discrimination, parce que là, on est dit, ah, ben, on traite tout le monde égal. Quand on traite tout le monde égal, ça veut dire qu'on est tous traités comme des hétéros. Puis ce que ça va prendre, c'est une éducation aux ceux qui nous donnent des services pour que eux comprennent le dilemme des gays et lesbiennes et puissent les desservir et de bonne façon. Toujours être seul, c'est vraiment ennuyant. C'est peut-être pour ça que je fume une cigarette une fois de temps en temps. Si j'étais dans un centre d'accueil où il y a des gens de mon orientation, je serais probablement plus à l'aise. D'hétérocentrisme qui est plus comme un biais de perception, c'est-à-dire on voit la réalité à travers une vision centrée sur l'hétérosexualité et on s'intéresse peu ou pas aux autres réalités. Mais ce que dit Adrienne Risse, c'est que la lesbophobie ou une des façons particulières de reléguer ou d'opprimer les lesbiennes et les lesbianistes, c'est de le dénier, c'est de le nier, de l'effacer, de l'occulter, de ne pas en parler, de ne pas le prendre au sérieux. J'ai eu la chance de rencontrer Lynne Chamberlain, qui est une chercheuse qui s'affirme ouvertement lesbienne elle-même et qui a fait participer à la recherche de l'Université McGill qui porte sur les besoins en santé et services sociaux des aînés gays et lesbiennes et de leurs familles au Canada. Ah, oui, ça va, toi? Merci de m'accueillir aujourd'hui. Bien, ça fait plaisir. Puis le nom, vous avez décidé de garder queer parce que c'est comme inclusif, mais en même temps, en mettant franco, ça permettait de... Oui, de mélanger l'anglais-français parce qu'on est tous bilingues ou presque. Oui, alors, franco-queer, ça devenait comme une marque de commerce. Puis un bon punch en disant, on n'a jamais été là jusqu'à date, mais là, on va être là. Parle-moi donc un peu de la recherche qui a été faite avec McGill. On avait été cogné à la porte des résidences et on avait demandé s'ils avaient des personnes qui étaient homosexuelles ou lesbiennes dans les résidences. Et la plupart du temps, on se faisait répondre qu'il n'y en avait pas. Ils nous demandaient des questions, par exemple, comme comment est-ce qu'on pourrait les reconnaître? Alors, comme s'il y avait une façon de reconnaître ou quelque chose dans le corps, un signe quelconque. Une société secrète. C'est ça, ce qui nous semblait donc un indice comme quoi ils ne comprenaient pas le vécu, les expériences de ces personnes-là. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à vouloir développer cette expertise-là? Je me suis toujours intéressée aux lesbiennes plus âgées et moi, j'ai toujours vécu assez ouvertement.
Pour moi, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon environnement, d'être avec d'autres femmes lesbiennes, d'avoir une bibliothèque avec beaucoup de littérature sur la diversité sexuelle. Alors, je vois mal comment je pourrais me cacher ça. Si quelqu'un vient dans mon domicile, il se rend compte très, très rapidement que c'est un... T'as pas le goût de commencer à cacher les livres, décrocher les cadres des murs, comme certains font, Comme pour se certains protéger? font. Je me souviens de 2 femmes lesbiennes qui vivaient dans une résidence pour personnes âgées et qui se faisaient taquiner par un résident. Elles se sont plaintes et ce qu'on leur a dit, c'est d'être plus discrètes et de se cacher. Dans certains cas, même, un couple de femmes lesbiennes, il y en avait une, justement, qui avait changé son nom pour faire en sorte adopter le nom de sa partenaire pour faire croire au monde que c'était sa sœur. Que c'était 2 sœurs. 2 sœurs. Alors, Oui. ça va loin, hein? Il y a des expériences à petite échelle de créer des résidences pour personnes âgées qui sont gay-friendly, c'est-à-dire qui sont ouvertes. Seulement, ces résidences-là ou ces modèles-là ne pourront jamais accueillir qu'une petite minorité de personnes qui souhaitent d'abord habiter dans de tels environnements et qui peuvent le faire. Oui, parce que ça c'est aussi une autre réalité de la communauté gay et lesbienne vieillissante, c'est que la majorité vont se retrouver dans le système public qui accueille tout le monde. Oui, qu'il y avait gros travail à faire au niveau de la formation, de la sensibilisation des intervenants dans le milieu. Ce qu'on se rend compte aussi souvent, c'est que les institutions ne se sentent pas encore interpellées par cette question-là. Donc, elles ne se sentent pas encore obligées de former leur personnel, de mettre en place des modalités pour créer des environnements accueillants et sécuritaires. C'est pas facile de sortir le Cadillac d'ici, hein? Tiens, bonjour. Allô? Comment ça va? Très bien, toi? Oui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu Oui, regardes je là? remarquais le drapeau arc-en-ciel. Ah, bien oui, ici. certain. C'est bien de voir ça en arrivant. Eh oui. On va t'amener au 3e pour visiter le pavillon. OK. Parce que c'est là qu'il y a le plus de francophones. OK. Sur les murs, on a beaucoup plus de choses en français, comme tu peux voir. Oui. On va regarder, comme par exemple, à l'énoncé de mission, on a fait la traduction, on a fermé ça de telle sorte que c'est réellement francophone. Un autre petit bonjour. Alors, ça va bien aujourd'hui? Oh oui, ça va très bien. Vous avez eu beaucoup de visites. Oui, oui. Vous êtes gâtés, hein? On veut donner une touche. On veut donner une touche française un peu partout. Est-ce que ça a été compliqué d'organiser ça? Pourquoi que ça a été créé, ça, le pavillon Mère de Laurier? J'avais lu qu'un Français aîné s'était suicidé parce qu'il n'y avait aucune place où il pouvait aller qui aurait pu donner des soins en français. Fait qu'à l'Assemblée générale, je me suis levé, j'ai posé la question, j'ai dit c'est une honte qu'à Toronto, qu'on soit pas capable de donner des services en français. Vous avez bien meublé votre chambre? Oui, c'est très beau ici. Un petit paradis, si vous avez tout ce qu'il faut, des objets personnels, des bibelots, des photos. Hein, vous avez fait créer votre petit chez vous? Des mots croisés, beaucoup de livres, oui. Tu sais que les gens pensent, parce qu'ils sont en institution ici, là, que c'est très actif. Mais par contre, ils sont très seuls. Même si tu es dans un environnement qui... Il y a du monde tout le temps. Où il y a du monde tout le temps, là. Ils sont seuls dans leur pensée. Exactement. Les gens sont isolés. Dans tout Bendale, est-ce que tu sais s'ils ont... est-ce qu'ils ont des gays qui habitent ici officiellement, là? Officiellement, ça veut dire, comme tu dis, sorti du placard, Sorti comme vous du disiez. placard, Là. oui. Je ne crois pas qu'on sache ça. Il n'y a pas une activité, une affiche là, qui dit, bon, Non. le groupe LGBT de Bendale se réunit à 3 heures de Je ne crois l'après-midi pas. à la salle à Non, il café. n'y a là. pas de ça d'organisé. Non. Thank you for the opportunity to be here and speak to you and participate in this great day. People talked about the terror of nursing homes and long-term care. Many of us say, I'd rather take my life than go to a long-term care facility.
And I think it's important to note the most resistance has come from family members. You want my mother sitting at the same table with a lesbian? You want my father in this sharing a room with a homosexual? That kind of thing. You do hear a lot of that, and I just want to encourage all of you to get to know your local home for the aged or nursing home, to volunteer there, and to find out the kinds of services and programs that they offer. Excuse me. Thank you. Thank you very much. Oh my God. So if I get in touch with that phone number, I could ask questions? Okay, Master. André Saint-Don, he's the CEO of the Maison Urbaine in Montreal. Very good. So you're in Montreal, but you're looking to open a place in Yes, Toronto. and in Paris. I saw that too. I was just looking at your brochure. Yes. Is yours a for-profit or a not-for-profit home? For profit. That's a different choice. Yes. Yes. In Urban Home, we welcome everybody. So there is no discrimination. Everybody is welcome. But we do have the flag, and anybody that comes in will know that they'll have to be gay-friendly or at least be gay. So, Ça, c'est notre salon principal où les gens se recueillent avec un petit feu de foyer l'hiver pour se réchauffer. Une petite ambiance, je dirais, champêtre qu'on a créée. Alors ça, c'est vraiment un symbole hein, de voir le Fugue, une revue gay, en pleine entrée d'une résidence pour personnes âgées. Nous avons ici salon de coiffure pour nos résidents et résidentes. On offre des services de permanente, mise en pli, coupe de cheveux. Hey, Mme Morel, une petite question en passant, indiscrète. Vous avez quel âge? Moi, je vais avoir 89 ans le mois prochain. 69 ans? Oui. Ça fait 15 ans que je parle de retraite avec mes amis. On en parlait que ce serait intéressant d'avoir une résidence pour nous, pour nos besoins, où il n'y aurait pas d'homophobie et tout ça. B12! Je vous présente ma mère, qui habite chez Maison Bonjour. Urbaine. Oui, bonjour. Ça fait plaisir. OK. Je ne veux pas vous arrêter trop longtemps, votre jeu, ne pas vous faire perdre votre tour de bingo. On fait un petit quick. Vous passerez à Radio-Canada à l'automne. Bonjour, Mme Donne. Ces gens-là ont ouvert la voie. Ils ont subi l'humiliation d'être gays, que c'était des malades mentaux. Il y en a qui ont été en psychiatrie, tout ça. J'ai 47. J'ai 47. Fait que moi, j'ai comme l'impression que c'est mon petit coup de pouce à la société, aux aînés gays. Leur dire, ben, écoute, ils ont eu un cheminement qui a été très difficile pour ouvrir la voie. Fait que si je peux lui paver la fin de leur vie, puis leur mettre un minimum de confort, ne serait-ce qu'un minimum. Parce qu'ils étaient là avant nous. Et là, on va rencontrer les résidents, c'est ça? M. Boisclair? Monsieur Roy. Monsieur Roy, vous aviez besoin d'un milieu où il y a des services? Oui, il y a un genre de milieu gay, parce que je suis gay d'avance. Et vous vouliez être dans un milieu où vous n'auriez pas à vous cacher ou à je faire suis jamais caché. Vous n'êtes jamais caché, donc vous ne vouliez pas commencer à vous cacher à votre âge? Non. On est sans jugement ici. On est sans critique. Merci, oui. Au revoir. Puis on est sans tabou. Je vous rappelle cet appareil qui a été abattu. Vous avez déjà subi la discrimination ailleurs avant? Qui, de mon âge, ne l'a pas connu? Au travail ou dans la famille ou auprès d'amis. Moi, une enfance heureuse, mais une adolescence à oublier pour toujours.
Se faire traiter de tapette, de fifi, de urina. J'ai vécu une adolescence d'enfer. Et vous, M. Boisclair, est-ce que c'était pareil dans votre jeunesse? Ça a été un peu plus dur vis-à-vis de la loi. Parce que quand on a commencé à dire qu'on était gay, et puis qu'on s'embrassait sur la rue, s'il y a une police qui arrivait, c'était quasiment grossière indécence. Donc, vous avez été marié dans votre jeunesse. Oui, monsieur. Et vous avez, maintenant, vous êtes veuf et vous avez décidé de venir rester ici. Oui. Dans un milieu qui était différent, vous alliez... Différent, puis c'est ça que je cherchais. Moi, je viens d'une grosse tour d'habitation de 30 étages. On était nombreux, les gays, je dirais peut-être un tiers. La différence avec ici, c'est que les gens ne se privaient pas pour être homophobes, pour refuser de monter dans l'ascenseur avec nous, pour se faire entendre dire dans le regard, c'est un hostie de fif. La différence ici, la signature de la maison est établie. C'est une résidence pour retraités gays. Il y a beaucoup de monde qui sont déjà vieux maintenant, qui sont déjà en centre d'accueil ou qui reçoivent de l'aide à domicile. Étant gays, ils sont souvent dans la cloisette. C'est ceux qui ont été criminalisés dans les années 30, 40, 50. Il y en a qui ont été traités au choc électrique pour pouvoir transformer. Donc, ces gens-là sont très refermés sur eux-mêmes, s'affirment peu et souffrent en silence. Et nous qui arrivons, la prochaine vague, on ne veut certainement pas retourner dans la cloisette et être obligé de se battre au moment où on est vulnérable pour obtenir des services et le respect auquel on a droit. So, were you going to change the title? Yes, we're supposed to change the title, but the one you have? Okay, no, that's not good anymore. 70 ans et au placard. Est-ce l'avenir pour les LGBT seniors? Is this the future for... Is this the future for the seniors LGBT? On va être accusé de diviser la communauté. Déjà, on le fait. Les gens nous disent constamment pourquoi vous créez Franco-Queer. Nous desservons déjà tout le monde. La communauté, les cliniques médicales, c'est pas tout le monde. Les maisons de retraite, c'est pas tout le monde. Tout le monde est traité également là-dedans. Je pense qu'il faut en parler, simplement. Il faut profiter de toutes les occasions qui m'amènent à parler possiblement de la table ronde, de créer des occasions nous-mêmes franco-queer et avec certains partenaires, des alliés, d'amener ensemble des personnes qui sont out, des personnes âgées, qui peuvent parler de leur expérience déjà. Et ça pourrait être médiatisé. Le but, c'est de poser des questions, mettre du monde ensemble. Partir la discussion. Oui, exactement. Partir de la discussion publique. Toujours le pas de droit. Tu arrives de la France, là. Et, toi, tu t'intéresses à faire une entrevue pour la radio? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue ici dans les studios de création du Théâtre français de Toronto. Je me présente, je m'appelle Guy Mignot, je suis directeur artistique du Théâtre français de Toronto. Mais ce soir, c'est au nom de Franco-Queer que je vous souhaite la bienvenue à cette période de réflexion intitulée « Vieillir LGBT, est-ce un retour dans le placard? » Je suis un acteur qui joue des beaux rôles. Je dirige une compagnie formidable, j'en suis fort fier. Dans ma vie d'acteur, ça n'a jamais posé de problème que je sois gay. J'espère que, parce que je vieillis, ça ne créera pas un problème. Tous les gays qui ont mon âge ou autour de mon âge, c'est clair, tout ce monde-là, c'est quoi? Être dans le garde-robe, c'est ce que c'est que garder la vie secrète. Les choses les plus belles qu'on vivait, on ne pouvait pas en parler. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus en fait, en vieillissant? Là? Ce qui m'inquiète le plus, c'est la solitude non choisie. J'ai eu une vie sexuelle très active. Et ça, c'est dans mes craintes, de savoir est-ce que je vais vouloir avoir la possibilité de continuer cette vie-là. Parce que, évidemment, si j'avais un compagnon de vie tout le temps, ce serait différent, mais j'en ai pas. Mais
Alors ça fait partie de mes préoccupations. Et comme francophone gay qui vieillit, est-ce que ça amène une coloration particulière? En milieu minoritaire, je devrais rajouter. Oui, oui, oui. Quand on fait partie de deux minorités, on devrait avoir les mêmes privilèges que la majorité. Je reviens à ce que je disais tantôt. Pour moi, il faut trouver un endroit qui est totalement inclusif. Et pour moi, de parler français, c'est essentiel parce que, d'autant plus qu'il paraît que quand on commence à vieillir drôlement, que souvent on oublie tout sauf la langue maternelle. Et si on n'est pas compris à l'endroit où on est en train de finir ses jours, mon Dieu... Misérable. C'est misérable. La question sur laquelle nous allons nous pencher ce soir est la suivante. Vaut-il mieux vieillir dans un établissement francophone où les gays sont en minorité ou dans un établissement anglophone réservé aux gays et lesbiennes, mais dans lequel les francophones sont possiblement seulement tolérés? Je me pose vraiment la question, est-ce qu'il n'y a pas un certain danger de ghettoiser si tout devient gay et lesbien, LGBT? Parce que, pour moi, il y a le côté gay-friendly qui est bien important aussi. Il faut encore rester dans la société, même si on est gay. Mais la façon de se battre contre ça, c'est de dire, bien, nous, on apporte une valeur ajoutée à la vie de tout le monde, pas seulement les francophones. On ajoute une richesse, une valeur à la communauté en son entier. Donc, quand tu deviens personnellement convaincu de ce que tu peux donner et ce que tu peux faire, ça devient plus facile de choisir, d'œuvrer où tu veux le faire. Je trouve la question un peu embêtante. Et je dis ça parce que, à cause de ma situation personnelle, je suis marié et mon conjoint est anglophone. Et je pense que je suis peut-être très typique pour bon nombre de francophones à Toronto qui se trouvent à avoir des conjoints anglophones. Et je sais pas, je veux dire, l'idéal, ce serait peut-être une résidence LGBT, mais qui peut desservir les personnes francophones. On n'a pas de problème de langage. Je pense que quand on se rencontre sur les plages, dans les restaurants, dans les bars, n'importe où, il n'y en a pas de problème de langue. Pourquoi il y en aurait au niveau de l'hébergement des personnes âgées? On est à Toronto, hein? Puis pour que tu aies tout ton personnel bilingue, il va falloir que tu te lèves de bonne heure. Je pense qu'il est très important de souligner qu'en Ontario français, on ne peut pas dissocier le facteur langue. On ne va pas dire, bon, mettons la langue de côté et même la religion de côté, parce que toute l'histoire de l'Ontario français a été une histoire de lutte pour le français. Plus on vieillit, plus la démence et plus l'Alzheimer et plus le reste. Alors, vers la fin, on parle plus l'anglais. Et ton infirmière, elle comprend même plus le mot « eau ». Puis je l'ai vécu avec mon conjoint mourant cet été. Il était même plus capable de dire le mot « water » sur son lit de mort. Puis l'infirmière était même pas capable de comprendre le mot « eau ». Est-ce qu'il faut faire un choix qui est linguistique ou orientation sexuelle? Je pense que ça dépend du vécu de chaque personne. Je suis né en 1939 et c'était assez difficile de vivre avec mon homosexualité, aller à la confesse et toujours me confesser puis me faire dire que c'est immorel, etc., etc. Oui, j'ai passé à travers de beaucoup. Et je suis en arrivé à ma conclusion personnelle, c'est que je ne serai pas jugé à la fin des temps sur mon orientation ou ma sexualité, mais sur ma charité. Enfin, pour répondre à la question, en fait, si je peux tenter un début de réponse, même si tout le monde le sait ici, il faut que les gens s'impliquent, il faut que la communauté se prenne en main. Depuis l'arrivée de Franco Queer, c'est déjà une amorce de solution. Il y a des choses qui se font tranquillement, mais je suis sûr que la chose la plus essentielle, c'est l'éducation.
Jacques, ça va bien? Oui, très bien. Ravi de te revoir. Oui, mais bienvenue à Toronto. Hein. Ça Ben fait ça fait pas longtemps qu'on s'est vu, mais je m'attendais pas qu'on allait se voir à Toronto aussi rapidement. Ouais, mais t'as bien choisi ton temps. Il fait froid. Qu'est-ce qui se passe de nouveau? On va déménager à Toronto. On va venir débuter Maison Urbaine ici. Ah là, c'est fait, oui? Ben, Ça s'en vient? on y travaille. On travaille Vous fort. travaillez fort là-dessus, puis Oui. c'est un projet là, qui semble se matérialiser. Oui. Ah, mais excellent. Je suis bien content d'apprendre la nouvelle. Une place comme ça peut s'adresser à cette clientèle-là qui est un peu en transit. Ben, c'est ça. C'est de faire un mix, là, d'avoir les services sur place et de créer un noyau que la personne qui vieillit ne se sente pas toute seule, isolée dans son petit appartement, dans une tour quelconque. Le problème du vieillissement gay, il est là. La plupart sont célibataires, sont seuls. Fait que créer un milieu de vie, une communauté. J'ai beaucoup d'histoires, beaucoup de choses pour parler avec les autres. Je veux habiter comme moi. Je veux parler de les jours passés, les histoires dans un monde gay, toutes les choses que j'ai faites dans ma vie. Si je veux changer la situation, je ne sais seulement pas quoi faire. Il faudra peut-être que je parle à quelqu'un qui pourrait m'aider. Oui, il est très important qu'on en parle aux plus jeunes, aux jeunes travaillant aujourd'hui. Qu'il faut comment l'accepter et quoi accepter, en fait. Que tout le monde est le même. Toutes les personnes qui travaillent avec nous sont gays ou gay-friendly, qui travaillent bien et avoir une bonne relation avec nous, que nous devons habiter dans les années vieilles avec une bonne existence. C'est un bon rêve, un grand rêve de moi. Et je pense que c'est possible, ça.